Peut-on se taire quand on est ukrainienne, loin d'Ukraine? Se taire quand un autocrate déclare que l'Ukraine n'existe pas, que sa culture de peu de valeur est gangrénée par les idées nazies? Nous-mêmes, que savons-nous de l'Ukraine, de sa langue, de sa culture, de son patrimoine? Nous découvrons également que depuis la chute de l'URSS en 1991, il a fallu aux Ukrainiens apprendre ou réapprendre qui ils étaient, ce qu'était leur pays. Peut-être le grand échec du chef du Kremlin, c'est d'avoir réveillé avec violence et détermination cette identité dans une résistance qui, dans ce roman noir qu'est l'Archiviste, peut paraître à certains égards lumineuse. Et puis, on ne peut s'empêcher, dans cette quête d'une nation et de tout individu, y voir comme un miroir de nos propres questions. Bombardement de bibliothèques, vous avez suivi, de musées, de monuments ne suffisent pas. Peut-on tuer l'âme d'un peuple, sa culture? Alexandra Kozelik nous conduit vers une réalité peut-être plus atroce encore. Charlotte a tant de questions à poser à notre autrice de ce soir, elle bavarde, c'est une vraie prof. Aussi, je vous demande d'accueillir Alexandra Kozelik. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alexandra, cette affiche n'est pas là ce soir spécialement. Elle est là depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc je tiens à vous le dire, ça nous paraissait important qu'elle soit là. Donc c'est bien qu'elle soit là ce soir, mais c'est pas que de ce soir. Voilà. On est très heureux de vous accueillir ce soir. On s'est rencontrés aux Étonnants Voyageurs. Nous avons été particulièrement touchés, Charles et moi, de vous entendre, puis d'entendre ces jeunes femmes ukrainiennes. Et on s'est dit que vous aviez certainement une expérience à partager et certainement des choses à nous dire, que vous avez d'ailleurs dites très bien dans ce livre, L'Archiviste, qui n'est pas un livre très très facile dans le sens où, quand on aime l'Ukraine comme vous, c'est difficile aussi de trouver de quelle manière on va en parler. Et on va donc commencer tout de suite in medias res. Donc voilà, je pense que Jean-Luc a fait une présentation bien complète et qu'on commence à savoir qui est avec nous. Alors, je voudrais vous demander tout d'abord, on peut s'intéresser au titre que vous avez donné à votre roman, comme d'ailleurs à la manière dont vous nommez l'héroïne. Et en effet, être archiviste, c'est être au cœur de la préservation du patrimoine, et il s'agit bien de cela, de ne pas laisser éradiquer la culture ukrainienne, qui est l'identité de ce pays. Alors, votre personnage s'appelle K, alors que vous nommez tous les autres. N'entretenez-vous pas ainsi le mystère autour de ce personnage, qui va se situer entre rêve et réalité, ombre et lumière, et qui, je pense, au-delà de la personne, peut-être réelle, incarnera cette âme éternelle de l'Ukraine. Oui, alors effectivement, vous avez vu juste. K, tout simplement parce que, alors, j'ai commencé l'écriture de l'Archiviste le lendemain de l'invasion ukrainienne, avec effectivement cette... alors au départ, j'ai été sidérée, un peu comme vous tous, je pense, par ce qui est arrivé au mois de février. Et après cette sidération, j'ai eu effectivement envie de m'extraire aussi de cette réalité qui était terrible, qui était terrifiante. Et cette K, effectivement, c'est... il y a plein de symboles derrière, j'aime beaucoup les symboles. Et donc K, c'est K comme un personnage qui n'est pas nommé, c'est-à-dire que c'est pas Katerina, par exemple. K, ça peut être une femme qui appartient effectivement là à l'Ukraine, mais qui pourrait appartenir à un autre pays, par exemple à la Syrie. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Ukraine, c'est déjà passé dans d'autres pays. K, c'est aussi un personnage donc, qui est diminué, c'est-à-dire que c'est pas Katerina, mais c'est juste K. Un petit peu comme cette Ukraine qui est amputée de certains territoires.
Et K, c'est aussi un clin d'œil à Kafka. Dans le procès de Kafka, il y a un personnage qui s'appelle Joseph K, donc on l'appelle K, et je trouvais que ce qui s'était passé, cette invasion, était complètement absurde. Et j'avais envie de montrer, justement, avec cette initiale, que, de nouveau, il y avait une forme d'absurdité qui revenait dans notre monde. K, c'est aussi, vous voyez, il y a plein de choses. K, c'est aussi l'univers du conte, c'est-à-dire que pour moi, il y avait vraiment, comme je voulais m'extraire de la réalité, et le conte est universel. Donc là aussi, K, avec cet homme au chapeau, on a plus l'impression d'avoir un personnage qui appartient à l'univers du conte, qui n'est plus justement dans cette réalité-là, mais qui fait partie justement de quelque chose d'un peu plus haut, un peu plus large. D'où ce K, et alors K, tout simplement parce que mon nom de famille commence et se termine par K, donc l'alpha et l'oméga. Mes élèves, mes tout premiers élèves, quand j'ai commencé à enseigner, m'appelaient Mademoiselle K, parce que mon nom est assez difficile à prononcer. Et donc, alors, pas quand on le sait, à cause de Lick, voilà. Mais au départ, il m'appelait Mademoiselle K. Donc c'est resté parce que je savais aussi que certains élèves me disaient toujours. Et donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil caché à ces élèves-là. On reviendra sur votre personnage en fin d'interview, parce qu'il y a quand même quelque chose que je voudrais vous demander par rapport à Mila. Mais ce sera après. Alors la première phrase de votre roman, je trouve que les premières phrases, c'est toujours très très important, très, très particulier, une première phrase. Et là, celle-ci, elle est magnifique. Voilà, c'est 7 mots. La nuit était tombée sur l'Ukraine. Eh bien, c'est une phrase choc parce qu'elle est très simple. Vous avez 7 mots, vous avez un terme, nuit, très évocateur, parce qu'il y a quand même un sens très polysémique. C'est peut-être la nuit opposée au jour, mais c'est aussi la nuit de la mort. La nuit était tombée sur l'Ukraine, c'est pas que 22 heures, ça. Et vous avez un déterminant qui en fait une nuit quasiment sacrée, cette nuit qui tombe sur l'Ukraine. Et puis vous employez le plus que parfait, était tombé. Et ça, c'est un temps qui n'a rien à voir avec la chronologie. Il y a quelque chose de très très fort dans ce plus que parfait. Et ce nom de pays qui restaure l'Ukraine dans son intégralité. La nuit n'est pas tombée sur le Donbass, elle n'est pas tombée sur la Crimée, elle est tombée sur l'Ukraine. Et avec ce déterminant, vous, dans votre main, dans votre plume, vous remettez l'Ukraine en place. Alors ma question, cette phrase, elle constitue elle seule un paragraphe. Elle suggère votre amour inconditionnel pour ce pays, que traduira d'ailleurs l'ensemble du texte. Je voudrais vous demander, Alexandra, si vous pouviez vous passer de dire cet amour que vous aviez pour votre pays. Vous avez écrit dès que l'invasion russe a été affirmée. Pouviez-vous vous passer d'écrire ça? Non, je n'ai pas pu, du tout. J'étais en train d'écrire un autre livre et j'ai été coupée dans mon écriture. C'est-à-dire que je ne voyais plus l'intérêt du tout d'écrire. Et en même temps, alors ma première réaction a été un peu déraisonnable, mais a été de dire je vais y aller et puis je vais aller prendre les armes. Enfin, effectivement, c'est pas. Enfin, c'est mon fils d'ailleurs qui. C'est dans le regard de mon fils que j'ai vu que ce n'était pas raisonnable. Donc j'ai un fils qui avait 12 ans à l'époque et il m'a regardé interloqué puisque sa mère disait qu'elle allait partir faire la guerre en quelque sorte. Et c'est sa réponse qui m'a fait sortir de cette réflexion à considérer. Il m'a dit, mais maman, c'est ridicule, tu sais pas tenir une arme. Et effectivement, il a eu la bonne parole. Sauf que j'avais quand même cette envie de prendre les armes. Puis vous aviez une autre arme. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'alors, j'ai mon éditeur Robert Lachaud qui m'a appelé pour me demander comment ça allait et qui m'a dit je vais
je vais aller aider les Ukrainiens à la frontière, est-ce que tu viens avec moi? Alors, bien sûr, je lui ai répondu, bien sûr, bien entendu. Sauf que je suis enseignante et quand j'en ai parlé plus haut à ma chef, il n'y a pas de congé sans solde dans l'éducation nationale, on ne peut pas dire à ces classes je m'en vais, je ne suis plus là. Donc je suis restée ici. Sauf que j'étais partagée entre mon envie d'être là-bas et mon enseignement aussi ici. Et d'enseigner la grammaire, la littérature. Alors à ce moment-là, en plus, j'étais alors j'ai des troisièmes et je travaillais sur le pouvoir et la tyrannie. Et donc via Antigone d'Anouilh. Et alors ça faisait écho en plus à ce que je vivais, mais en même temps je restais ici, donc j'étais partagée, et l'écriture a été effectivement mon arme, en quelque sorte, effectivement, parce que j'ai pu, grâce à l'écriture, quand je n'enseignais pas, être avec eux, parce que je faisais des recherches, et en même temps j'écrivais sur l'Ukraine. Et donc ça a été vraiment un livre qui s'est écrit, qui sortait, qui jaillissait, et je ne pouvais pas réfréner. Donc au bout de quelques temps, j'ai appelé mon éditeur pour lui dire que le livre que j'écrivais ne s'écrivait plus, et que j'étais désolée, mais que je ne pouvais pas faire autrement. Donc, c'est une personne bien, et donc il m'a dit vas-y, parle-moi de ton livre. Et donc je lui ai parlé de ce que j'écrivais, donc de l'archiviste, et il m'a dit écoute, vas-y, continue, je suis derrière toi, et puis l'autre livre, c'est pas grave, il sortira peut-être un jour et peut-être pas, mais il a senti l'urgence dans ma voix, et donc j'ai pu poursuivre cette écriture en étant accompagnée. Donc c'est important d'être accompagnée. Et 15 jours après ce coup de fil, il m'a envoyé un message pour me dire écoute, je crois que je vais te suivre dans ta folie et je vais bouleverser l'ordre éditorial. Donc là, on est au mois de mars, et il faut savoir qu'au mois de mars, tout est bouclé, c'est-à-dire que tous les livres 2023 sont déjà prévus, il y a le distributeur qui est prévenu aussi, enfin tout est déjà rodé. Et là, donc, il me dit, je ne vais pas publier, je vais décaler un livre et puis je vais mettre ton livre à la place. Et donc c'est un cadeau pour moi, parce que mon éditeur me dit, je suis derrière toi et en même temps je veux faire quelque chose pour l'Ukraine. Et alors c'est à la fois une pression, puisque le livre n'était pas écrit, j'avais écrit, je ne sais pas, 10-15% à ce moment-là, mais il y avait comme une forme de cœur antique qui est derrière et qui me dit vas-y, tu peux y aller, on croit en toi, et donc voilà, j'étais pas seule et c'était important. Je me doutais bien que c'était très important pour vous d'écrire ce livre, je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière, mais bon. Alors, nous sommes quelque part en Ukraine, dans un pays envahi. L'héroïne, archiviste dans une ancienne abbatiale où se sont réfugiées les œuvres d'art pour échapper aux envahisseurs. Alors cette héroïne, elle s'occupe aussi de sa mère, qui est sur le point de mourir, et sa sœur, photographe, est partie au front. Et un jour, l'homme au chapeau, un inconnu, va lui demander de falsifier les œuvres qui ont fait la gloire de l'Ukraine pour éradiquer la culture dont elles sont le témoignage. Donc K doit faire œuvre de faussaire. Et c'est le prix de la liberté de sa sœur qui est aux mains de l'ennemi. Donc elle est prise au piège. Parce que je ne suis pas faussaire, ma sœur meurt, je suis faussaire, je trahis la culture de mon pays. Moi je voudrais vous interroger, Alexandra, sur ce lieu qu'elle ne quittera guère désormais, c'est souterrain, ce lieu complètement à l'ombre. Est-ce qu'il n'est pas, paradoxalement, un lieu où la liberté, apparemment perdue, va renaître de ses cendres et elle sera inaltérable? C'est incroyable. Ce lieu, c'est le lieu de l'enfermement, et pourtant c'est le lieu d'ouverture, non? C'est le lieu de la liberté. Oui, complètement, effectivement. C'est un personnage qui va en plus
malgré tout grandir. C'est-à-dire que K, au début, elle est l'inverse de Mila, c'est-à-dire que Mila voilà, va vers l'extérieur, elle photographie, et elle est dans sa bibliothèque d'archives, et effectivement, elle est voilà, renfermée, et malgré tout, grâce à la richesse que possède une bibliothèque avec ses archives, elle va trouver justement cette force, le fait de pouvoir grandir effectivement et de mettre son propre pion finalement dans l'histoire ukrainienne. Oui, tout à fait, exactement. Et puis en fait, alors ça c'est peut-être que c'est mon amour pour les livres, les bibliothèques, mais pour moi ça a toujours été un refuge. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul quand on est parmi les livres. On a toujours plein d'univers autour de nous, plein de personnages. Et donc, oui, enfin, pour moi, alors là, on parle d'archives, mais donc les archives d'autant plus, mais on a effectivement une myriade d'univers face à nous. Tout à fait. Et en effet, ce qu'il y a de remarquable dans votre texte, c'est sa construction. Parce qu'au fur et à mesure des pages, elle va déconstruire l'œuvre de Faussaire. Elle va faire autre chose en faisant surgir de façon onirique les artistes qui ont fait l'histoire de ce pays. Elle va lire, elle va les faire ressurgir. Chaque fois qu'elle aborde une des œuvres que l'homme au chapeau veut qu'elle dénature, son imagination l'arrache à ce lieu, chaque fois, à ce présent, comme si les mots, les tableaux dévoilaient une autre réalité au cœur de laquelle elle est immergée, et où elle retrouve en rêve les artistes, les moments d'histoire. Il n'y a plus de fantômes, tout s'incarne, tout redevient vivant. Donc, tout en nous plongeant dans une histoire qui ne nous est pas forcément connue, l'histoire de l'Ukraine ne nous est pas forcément connue, est-ce que vous ne dites pas ici que ce qui a existé, malgré les tourments du présent, va construire irrémédiablement le futur? Il n'y a pas de doute, ce qui a existé construira le futur, il suffit de le faire surgir. Est-ce que ça, c'était une chose importante pour vous? Alors oui, complètement, effectivement, tout simplement parce que lorsque l'invasion ukrainienne a eu lieu, j'ai eu les mots de ma grand-mère, notamment, en fait, qui me sont revenus. Et tout en me disant, parce que ma grand-mère me disait, petite, tu verras, alors je ne sais pas si toi, tu auras l'occasion de le voir, mais l'histoire avec un grand H nous dit que l'Ukraine, à chaque fois, a été l'objet de domination. Elle l'avait vécu, puisqu'elle arrivait en France en 1936, et elle me disait, là, les frontières sont stables, mais elles ne le resteront pas longtemps. Donc peut-être que tu le verras, j'espère que tu ne le verras pas, mais peut-être que tu le verras. Et c'est... je pense que quand quelque chose quand un traumatisme arrive, il y a forcément les choses du passé en fait qui ressurgissent et qui nous permettent effectivement de savoir d'où l'on vient pour éclairer notre futur. Et là, quand on voit, alors au départ, quand l'invasion a lieu, on dit que l'Ukraine va plier en 3 jours, que Kiev va être pris et que l'Ukraine n'existera plus. Et malgré tout, alors moi quand j'entends ça, je me dis mais non, c'est pas possible. Quand j'entends les journalistes dire ça, je dis non, c'est pas possible, ce n'est pas possible puisqu'elle n'a jamais plié. Donc pourquoi là elle plierait ? Et donc j'ai envie de montrer ça aussi dans ce livre, c'est-à-dire que, alors il a fallu que je fasse un tri, mais il y a plein de périodes historiques qui montrent que l'Ukraine n'a pas plié, que la langue ukrainienne n'a pas été anéantie par la langue russe, par exemple. Alors que dans les années 30 notamment, c'est une langue qui est interdite. Donc, malgré tout, en fait, voilà, il y a ce côté, on va résister. L'histoire, maintenant, puisque ça fait partie de l'histoire, l'histoire a montré que l'Ukraine n'a pas plié, que dans chaque ville, il y a eu effectivement des personnes pour
pour se dire on ne pliera pas. Et ça, c'est un héritage des Cosaques. Les Cosaques, oui. Ukrainiens. Justement. C'est-à-dire que les Cosaques, donc il n'y a pas, bon, bien sûr il y a un chef, mais c'est surtout des petites factions et chacun a sa propre liberté. Et là, dans chaque ville, il y a des choses qui se sont mises en place. Et ça, c'est un héritage, effectivement, de la cosaquerie, en quelque sorte, face à la Russie, où on a plus quelque chose, une hiérarchie verticale, avec vraiment une personne phare et des personnes qui sont, on va dire, soumises, c'est pas soumise parce que c'est péjoratif, mais d'avoir quelqu'un sous les ordres. Voilà. On est sous les ordres de quelqu'un et on attend les ordres. Alors que là, en Ukraine, non, on n'a pas attendu. Donc, effectivement, il y avait, moi j'avais des nouvelles de mes cousins, cousines, qui me disaient, bon bah là, ma cousine me disait, bah voilà, on va faire, on va aider les soldats, on va aider les militaires, on est en train de découper des tissus. C'est ça, c'est ça. Chaque personne, en fait, comme une fourmi, en quelque sorte, qui fait sa petite besogne, mais au final, il y a des choses qui sortent. Alors, tout en faisant son œuvre de faussaire, parce qu'elle est bien obligée, elle dénature ce qu'elle a dénaturé. Elle a dénaturé, puis elle s'arrange pour redonner à cette œuvre l'authenticité. Elle y glisse des messages subliminaux qui vont indiquer à ceux qui comprendront les choses le subterfuge. Alors, ce sont des mots qu'on peut lire, des visages qui apparaissent, et qui font que ceux qui sauront interpréter cette œuvre y retrouveront l'œuvre originelle. Alors, l'homme est là, il la surveille, il la menace, et il lui apporte tous les jours des enveloppes avec des textes à trahir, mais la force qu'elle va puiser dans ces incursions oniriques où elle se retrouve témoin sur tous les lieux, cette force, je veux dire que ces incursions la rendent plus forte, et elle est encouragée par toutes ces ombres qui sortent des livres, qui l'enveloppent et qui vont la métamorphoser. Et donc, la question que je vous pose, ce roman, est-ce qu'il ne faut pas le lire comme un roman d'apprentissage, où une femme de l'ombre va devenir une véritable combattante de la liberté? Pour moi, c'est un roman d'apprentissage. Et c'est vous qui l'avez écrit, alors je vous pose la question. Non, mais vous avez entièrement raison, c'est un roman d'apprentissage. Après, en fait, je voulais... L'archiviste, pour moi, c'est une personne qui est un peu oubliée à notre époque, alors que c'est une fonction essentielle. Et donc, ça m'intéressait effectivement de prendre une oubliée et montrer qu'elle avait aussi des choses à jouer, en quelque sorte. Oui. Tout à fait. Et puis, alors lors du festival Atlantide à Nantes, j'étais avec un auteur tchadien. Et alors, même si nos œuvres, en fait, il n'y avait pas vraiment de point de comparaison, mais à un moment donné, il disait, mais au Tchad, en fait, et sur le continent africain, on dit que la personne n'est pas seulement cette personne-là, c'est-à-dire qu'elle est aussi héritière de sa famille, en fait, de tout ce qui a trait, de tout ce qui est derrière elle. Et qu'on est bien sûr une personne unique, mais qu'on est façonné par justement tout ce qui a eu lieu derrière nous. Vous entendriez très bien avec Franck Bouys, parce qu'il a écrit L'homme peuplé. Vous devriez lire, parce qu'il dit la même chose que vous. Ah, alors je ne connais pas encore, enfin je connais de nom, mais je ne l'ai pas lu encore. Lisez. Donc, moi je l'ai vu effectivement comme un roman d'apprentissage, voilà. Mais, bien sûr, même si rien n'est clairement dit de la guerre, vous n'en parlez pas énormément, cette guerre qui ravage l'Ukraine, elle est quand même bien présente. Et là, je ne résiste pas au fait de lire un extrait qui est en début de votre livre, un extrait qui montre une petite scène, qui montre quand même la guerre. Et le discours devient un peu plus politique, avec cette allusion explicite au secours que vous attendez, et qui ne viennent pas, et qui ne viennent toujours pas, et qui sont longs à arriver, quoi. Donc, voici ce que vous écrivez au début de votre livre. Ces autres, là-bas, dans ces pays hors d'atteinte où le quotidien n'avait pas été saccagé,
Combien de temps fallait-il pour que nos voix leur parviennent? Jusqu'où l'écho d'un appel aux armes devait-il aller? Quel degré d'horreur devait-on atteindre pour qu'ils réagissent? Les jours passaient et personne ne venait. Les gens restaient incrédules. Au hasard des rues, K aperçut ce duo de soldats, le fusil en bandoulière. Ils avaient visiblement pour mission de décrocher des panneaux. Les suites de la guerre passaient aussi par ces corrections apparemment anodines. Faire passer toute la signalétique dans la langue de l'envahisseur, bannir celle du pays. C'est ce qui se passe. L'invasion n'était pas terminée, qu'elle préparait déjà le temps d'après. Vieille méthode romaine de débaptiser les lieux. L'un des soldats lança l'ancien panneau dans la benne d'un camion. Puis il se tourna vers Comparse, et celui-ci lui fit comprendre d'un signe de tête de continuer plus loin sur la chaussée. Ils remontèrent l'avenue, soulevant avec moquerie quelques pierres au bout de leurs chaussures, comme pour vérifier qu'en dessous ne restait aucun souvenir à effacer. Un ours en peluche, jeté hors d'un immeuble en ruine, avec d'autres biens épars d'une famille, se trouvait sur leur chemin. Enhardi par la plaisanterie qui lui venait, un des soldats s'en empara avec violence et fit mine de le cajoler en lui grattant le ventre de l'index, feignant devant l'autre un visage attendri. Ils éclatèrent de rire sec, un rire sans humour. D'où elle était, K entendait une berceuse. Elle eut à peine le temps de comprendre que la mélodie venait de la peluche. Le soldat envoya l'ourson dans les airs, l'autre le rattrapa du pied et se mit à jongler avec d'un pied à l'autre. Les deux hommes étaient hilars, ils s'amusaient ainsi, sans honneur, d'un débris d'enfance. Après un dernier coup de pied dans la tête de l'ourson, les soldats disparurent au coin d'un carrefour. Le vent s'engouffra dans les immeubles troués d'obus et K fut interpellé par cette solitude qui baignait les rues. Les immeubles éventrés, jetés au sol, l'exode des femmes et des enfants, leurs valises à la main, légère de la vie disparue, mais alourdie du poids des adieux. Personne n'était venu. C'est un très beau moment, une de ces scènes très banales, devenues très banales, mais qui montre vraiment quelque chose de très violent. Ce n'est qu'un ours en peluche, mais c'est pas l'ours qui est en cause. C'est cette manière qu'ont les hommes de perpétrer cette violence en permanence au milieu d'un décor de décombres et de ruines. Et votre discours se fait donc un peu plus politique, et ces échappées sur l'extérieur, les échappées de K, des visites à sa mère, elle se promène sur les remparts, elle va même faire un road trip à moto. Ça ancre ce texte dans une réalité assez meurtrière où l'on perçoit tout à fait les analogies avec le monde d'aujourd'hui. La vie souterraine des civils, on a vu ça tout le temps. Les bébés qui naissent et qui restent dans les souterrains parce qu'on ne sait pas trop comment on sortira. L'attachement à leur culture, cette résilience plus forte que le désespoir. Est-ce que K n'est pas le symbole de ces racines qui ne meurent pas sous le poids du présent, qui sont cachées dans les galeries de la bibliothèque et qui rêvent de liberté au milieu des ombres? Être faussaire en surface, est-ce que c'est pas catalyseur de lumière à venir? Oui, alors c'est très joliment dit, effectivement. Oui, tout à fait. Bien entendu, c'est justement croire en des jours meilleurs. C'est là où vous avez prononcé le mot aussi, avec le mot de résilience. Il y a eu, alors c'est une guerre aussi des réseaux, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses qui nous proviennent justement, comme vous le disiez, des souterrains quand il y a des alertes à la bombe, et on les voit, on a eu pas mal d'images aussi où, notamment je pense c'est sur Twitter je crois, donc une personne qui filme et à ce moment-là il y a une voix qui s'élève, qui est bientôt rejointe par d'autres voix, et c'est l'hymne ukrainien. Et à la fin, en fait, on entend un enfant avec une voix assez cristalline qui s'empare aussi du chant. Et c'est ça, en fait, c'est de se dire, malgré tout, même dans les souterrains, c'est-à-dire que ce qui relie les hommes et les femmes ici, c'est ce chant qui est là et qui les parcourt et qui dit l'Ukraine n'est pas morte. Et qui dit tout finalement. Et donc de trouver cette forme, cet espoir qui est là à travers un chant, à travers
peintre, par exemple, ou voilà, c'est... Un écrivain comme Gogol. Un écrivain, effectivement. Alors, vous avez lu une partie, et effectivement, ça résonne pas mal avec l'actualité, où le président nous dit, mais il en faut plus encore, il en faut plus que ce que nous avons là, plus que ce qu'on nous donne. Ne donnez pas au compte-gouttes, en fait, parce que nous, on est là, et donc, il ne faut pas qu'on plie, parce que sinon, on ne sait pas ce que ça deviendra. C'est-à-dire que le pays, mais aussi d'autres pays à côté, et notamment quand on entend aussi des personnes en Roumanie qui ont peur, en Finlande qui ont peur, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'il ne s'arrêtera pas là. Pourquoi il s'arrêterait là, en fait? Tout simplement. Mais quand même, quand on a lu pas mal sur, moi c'est mon cas, beaucoup lu sur le nazisme, le schéma est très exactement le même. Hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Hein, on fait l'Anschluss, on fait les Sudètes, voilà, on grignote. Alors, restaurer le grand empire russe, oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'a jamais rien fait de mal, quoi. Voilà. La Crimée est à la Russie. Alors, bien sûr qu'il y a des tas de questions internationales qui se posent, bien sûr, on comprend bien. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est des morts tous les jours, c'est tout ce que ça crée, quoi. Donc, effectivement, on ne peut pas dire que les pays d'Occident n'ont pas aidé l'Ukraine. On ne peut pas dire ça. En aucune façon, on peut le dire. Mais effectivement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et là, vous l'abordez avec beaucoup de délicatesse. C'est vous qui avez écrit le livre, grâce au ciel, c'est pas moi. Donc, je voudrais vous poser une question maintenant qui va concerner les objets. Parce que qu'est-ce que les objets ont de l'importance pour vous? Alors, K, c'est un creuset, hein, où s'incarne le souvenir, et ça va la transporter dans un passé heureux, qui, après la guerre, redeviendra le visage de l'Ukraine. Alors, elle écoute un vieux 33 tours, elle est perdue dans la contemplation de ces sillons, et ce que je trouve de merveilleux dans votre livre, c'est que ces sillons du disque deviennent les sillons des chants. Et vous avez écrit un texte très onirique, hein. Et là, franchement, ça renvoie à d'autres sillons qui surgissent, des champs entiers de fleurs, où vous allez voir l'image d'un soldat qui va rentrer chez lui. Alors la guerre est passée, il ne reste de sa maison que des pans de murs, des ruines encore debout, mais les petites fleurs orangées sont toujours là. Et je voudrais vous lire cet extrait de ces petites fleurs orangées. Une odeur rappela le soldat sur la route du présent. C'était une saveur suave, doucereuse, celle des petites fleurs orangées qui distrayaient son parcours. Le soldat se baissa, en cueillit une, pleine poignée, qu'il porta à ses narines. Ce fut un baume contre la fatigue. Cette odeur avait toujours été là. Et pourtant, c'était la première fois qu'il se rendait compte de l'importance de ces fleurs qui prennent le soleil sur les bords du chemin, de ces pétales délicates qui se flétrissent dès qu'on brise leurs tiges. À mon avis, ça va tout droit nous emmener à la dernière phrase de votre livre. Au centre du bouquet apparut le visage de sa mère, un autre s'y superposa, celui de son pays. Les deux visages se confondaient, sa mère était aussi cette patrie qu'il avait défendue. Ça, c'est important aussi. C'est pas une idée générale qu'on défend, c'est sa mère. Et défendre les idées générales, c'est pas bien d'envoyer les soldats au front pour défendre les idées générales. Pour défendre sa mère, c'est peut-être un peu différent. Et ils se battent comme ça, les Ukrainiens. Par ce cadeau, cette terre le remerciait, ces fleurs qui chaque printemps reviennent saluer les hommes. Quelques mètres encore avant d'arriver chez lui, le parfum et le souvenir des visages aimants l'accompagnaient. Le soldat ralentit encore sa marche. La maison était de l'autre côté du bosquet. Les branches épaisses qui obstruaient sa vue se firent dentelle. Bientôt, le soldat reverrait ce lieu chéri. Ce qu'il y vit le saisit de stupeur. Seuls quelques pans de mur tenaient encore debout, entourés de fleurs orangées. L'enfance n'était plus, la maison non plus. Le soldat se recueillerait sur ces ruines et chaque année, des graines jailliraient, soleil au sol, jamais vaincu. Alors, après ce beau texte, comme par magie, une petite fleur va se retrouver accrochée à la chemise de K quand elle vient au chevet de sa mère. Et sa mère s'en émerveille, se souvient de sa jeunesse, de ses champs perdus. Et donc, vous créez tout un petit musée d'objets rapportés de ces escapades,
de ses escapades rêvées. Hein. Et tout ça, ça va se retrouver sur la commode de la chambre. C'est venu d'un passé qui attend son heure pour devenir le futur. On sait l'importance des objets. Est-ce qu'ils ne sont pas le signe que rien de ce qui fut ne disparaîtra parce qu'on ne peut pas museler l'âme d'un pays? Est-ce que ça ne nous aide pas, ces objets, à espérer les lendemains? Tous ces objets, elle rapporte des objets sans arrêt. Le vitrail, tout ça. Oui, pour moi, effectivement, alors les objets ont une certaine importance, une importance certaine. Et ça fait, ces objets font sanctuaire autour de la maman. De sa maman, oui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, K pense que sa mère va mieux, puisque les objets sont là et lui redonnent, en fait, puisque là aussi, les objets permettent l'évocation du passé, permettent à la maman elle-même de retrouver une partie de sa jeunesse. Alors ça, je pense que c'est parce que, pour moi aussi, les objets ont leur importance. Tout simplement parce que quand une personne décède, s'en va, son incarnation, finalement son corps n'est plus là, mais restent les objets qui permettent justement de se souvenir de cette personne avec une petite anecdote. Et donc, tout simplement, quand on touche un objet qui a appartenu à cette personne-là, on se souvient de ce qu'on a vécu avec lui ou elle, et à ce moment-là, la personne n'est pas réellement partie, tout simplement. Et alors, pour la petite anecdote, après avoir écrit l'archiviste, donc il est sorti en octobre, et en décembre, j'ai rangé mon garage. Et donc, j'ai retrouvé des cartons qui appartenaient à mes parents, et j'ai ouvert ces cartons en me disant, bon, il faut que je les mette à un autre endroit. Et j'ai retrouvé une boîte, et alors c'est assez extraordinaire, une boîte en plexiglas, transparente, dans laquelle il y a des cartes postales que ma mère avait envoyées à mon père, voilà, des choses, des trésors en quelque sorte. Et sur la boîte, il y a une initiale, c'est K. Et j'ai trouvé que c'était assez... vous voyez, en fait, bon, là, c'est assez onirique, avec ces objets qui nous disent quelque chose de notre passé. Et après, bon, peut-être parce que je vois des signes partout, mais 2 mois après la publication de ce livre, j'ai ce K orange, en plus, ce K en orange sur une boîte qui dit des choses de mes parents. Et je trouve ça merveilleux, effectivement, parce qu'en ouvrant la boîte, c'est ouvrir effectivement un passé qui n'existe plus, mais malgré tout, avec les mots de ma mère à mon père, d'emblée, c'était un peu comme si ils étaient là, qu'ils apparaissaient de nouveau. Je pouvais, grâce à mon imagination, voir peut-être ma mère écrire, ou voir mon père recevoir cette lettre et la lire. Voilà, c'est plein de choses en fait, les objets. Et puis, voilà, c'est... Moi, sur ma commode, par exemple, puisqu'on parle de commode, sur ma commode, il y a 3 petites figurines ukrainiennes. Des tomankas, des poupées? Non. Alors non, là, elles sont en céramique. Mais voilà, et à chaque fois, effectivement, elles disent quelque chose. Le regard s'attarde justement sur cet objet. Ce n'est plus la réalité, c'est plus notre quotidien finalement. Il y a le quotidien qui passe, c'est-à-dire que je vais prendre mon RER, je vais me dire, bon, j'ai des copies à corriger, puis d'un coup, voilà, je tombe sur ces figurines, et ça me renvoie à quelque chose d'autre, quelque chose qui a existé. Et c'est ça la beauté finalement des choses. Alors, je pense que ça va vraiment bien introduire la question 8. Je pense que oui, parce que je vais vous poser une question que j'avais envie de vous poser depuis le début. Alors, lorsque l'esprit de K, dans une autre vision née des œuvres qu'elle est censée dénaturer, parce que c'est à partir de ces œuvres qu'elle a ses visions et qu'elle va sortir de sa bibliothèque, elle vagabonde dans l'atelier d'Ala Horska. Et Ala Horska, c'est une artiste peintre des années 60, c'est une des premières représentantes du mouvement underground ukrainien. Et c'est aussi une activiste des droits de l'homme des années 60. Et on comprend avec cette évocation combien la survie d'un peuple elle est liée à la survie de sa culture. En fait, ce n'est pas par la violence des armes qu'on va faire capituler un peuple. C'est de manière beaucoup plus insidieuse,
en effaçant progressivement son identité, son art. Et on renaît de ses cendres après la guerre, on reconstruit. Mais si on a perdu son identité culturelle, on se retrouve étranger. Étranger sur sa terre, mais étranger à soi-même. Ce qui est quand même terrible. Et on sent une telle ferveur quand vous parlez d'Alla Horska, qu'on lit quand même une triple mise en abîme. La triple mise en abîme, c'est que K fait revivre le souvenir d'Alla, mais K, c'est aussi un personnage de la plume de K comme Kozelik. Vous voyez ce que je veux dire? K fait revivre Allah, mais K, c'est un personnage sorti de la plume de K comme Kozelik. Donc moi je vous pose la question, est-ce que K, personnage fictif, elle n'est pas médiatrice entre l'auteur de ce livre et les voix qui ont jalonné toute l'histoire de l'Ukraine? Je pense que oui, effectivement. Oui. Parce qu'il y a trop de cas. Hein. Là, franchement, il y a l'homme au chapeau Kafka, mais ça, tout d'un coup, je me suis dit, avec le Alla Horska, et Alla Horska, c'est son nom, mais il y a encore K là-dedans. C'est vrai. Vous avez vu ça? Il y a K, hein, c'est incroyable. Alors, Horska, en plus, je ne connaissais pas cet artiste avant d'écrire ce livre. Et j'ai découvert cet artiste parce que, justement, elle a fait un vitrail avec Shevchenko. Alors, Shevchenko, c'est le poète... Le Victor Hugo ukrainien, oui. Voilà, exactement. Et en cherchant, en faisant des recherches sur Shevchenko, Taras Shevchenko, j'ai découvert justement ce vitrail. Et je suis allée regarder qui était Alla Horska. Et alors là, en fait, c'est ça qui est magnifique aussi quand on écrit, c'est-à-dire que je suis tombée amoureuse de cet artiste. C'est-à-dire que pour moi, elle incarne vraiment... j'aurais pu... Peut-être qu'un jour, j'écrirai un roman sur Alla Horska, mais vraiment, je me suis sentie en phase avec cet artiste-là. Et j'ai trouvé son histoire terrible. C'est-à-dire que... on a donc une personne qui ne veut pas plier et qui est morte parce qu'elle n'a pas plié. Et le KGB disait que c'était son beau-père qu'il avait... Oui, c'est ça. Alors que pas du tout. Et donc j'avais vraiment envie, effectivement, je trouvais cette femme vraiment admirable. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble, mais voilà, je trouvais que son histoire était magnifique. Donc oui, peut-être que effectivement, il y a une forme de mise en abîme qui s'est opérée. Oui, là, franchement, je crois qu'elle s'est vraiment opérée. Moi, par moment, je lis votre personnage K, et c'est vous que j'entends. Alors, effectivement, c'est vous que je lis, mais je me dis... quelquefois, je me disais, elle a beaucoup fréquenté la bibliothèque et on arrive à faire cette confusion, mais vous provoquez cette confusion. Alors, évidemment, ce qu'elle était en train de créer, c'était un vitrail, vous l'avez dit, avec le portrait de Taras Shevchenko. Or, elle retourne dans son antre. Qu'est-ce qu'elle découvre au fond de son sac? Un éclat rouge brillant. Alors, c'est un morceau de vitrail, comme par hasard le même que dans l'atelier d'Alla. Alors, si vous voulez, vous créez un jeu de correspondance entre le rêve et la réalité, l'histoire qui se mêle aux souvenirs d'enfance, et par un étrange sortilège, des épaves englouties remontent au présent. Et K, mais là, maintenant, je me rends bien compte que c'est une autre K, puisque vous êtes allé chercher aussi la même chose. K, on va chercher des morceaux de vitrail qu'ils avaient rapportés de leur ancienne maison. Elle va fabriquer un petit vitrail rouge et bleu, des coquelicots encerclés par les bleus changeants du ciel. Elle va poser sa création sur le rebord de la fenêtre de la chambre de sa mère, et la lumière de l'eau va le traverser, et ça va colorer de vermillon les joues pâles de sa mère. Alors là, moi, si vous voulez, je n'y vois pas du tout un symbole. Je fais la différence entre le symbole, qui est quelque chose de figé, et le signe. Votre roman, il est plein de signes. Pas CY, mais plein de signes. Il n'est pas plein de symboles. S'il était plein de symboles, il serait ennuyeux. Parce que les symboles, c'est vraiment figé. C'est un symbole mathématique. Ici, il y a plein de signes. Et ce sont ces signes qui portent l'espoir d'une Ukraine qui va revivre, selon vous. Ah bah oui, bien entendu. Je vous pose la question, parce que je trouve qu'il n'y a pas de symbole dans votre texte. Je trouve qu'il y a essentiellement des signes. Et que ces signes qui vont du passé au présent, eh bien, ils laissent augurer un futur, parce qu'un signe, c'est mouvant. Et là, vous l'avez bien voulu avec ce vitrail
vous l'offrez à l'eau pour que ça colore de vermillon, ça colore les joues de cette femme qui va d'ailleurs mourir. Mais comme si, oui, les signes, c'est toujours des signes d'espoir. Oui, complètement. Après, en fait, alors c'est une autre partie aussi du livre où je dis que finalement l'être humain porte aussi en lui les livres qu'il a lus, et que même s'il est nu, il porte quand même ce tissu, en fait. Le texte, alors l'étymologie du mot texte, c'est tissu quand même. Oui, c'est ça, tissu. Et donc, c'est quelque chose qu'on a aussi en nous et qui nous permet justement de grandir et de nous échapper de cette réalité qui, pour l'instant, n'est pas les plus heureuses, effectivement. Oui, tout à fait. Et donc, elle falsifie l'histoire. Il faut éradiquer les moments fondateurs d'une culture, et dans ces moments, il y a Holodomor. Holodomor, c'est la famine qu'avait voulu instaurer Staline en 1932-33. Et dès que le mot est prononcé, l'homme au chapeau lui dit « on va pas dire que c'était cette famine ». Alors, moi, aujourd'hui, j'ai pensé à vous beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on apprend que dans les livres d'histoire russe, on supprime les purges staliniennes. Voilà, on dit que ça n'a pas existé. Et je me suis dit, Alexandra, elle est visionnaire, ça n'a pas existé. Donc là, c'est pareil, il veut faire dire que Holodomor, ça n'a pas existé. Alors, l'archiviste, elle se trouve transportée là-dedans, et elle vit l'horreur en direct. Holodomor, c'est quand même 5 millions de morts. Et que va faire K? Eh bien, elle va les cueillir dans un champ de blé, un épi qu'elle va déposer avec les autres objets devenus sanctuaires. C'est des reliques, face à ce corps qui va mourir. Est-ce qu'on ne trouve pas, dans ces gestes qui sont insignifiants, mais qui ont quand même un caractère quasi sacré, je lis le champ lexical, c'est dévotion, sanctuaire, relique, donc ça a un caractère sacré. Est-ce qu'on ne trouve pas la résilience des Ukrainiens, les Ukrainiens qui résistent par le dérisoire, par le familier, par l'action individuelle mais acharnée pour s'opposer à un déchaînement meurtrier? C'est extrêmement frappant en Ukraine de voir un homme qui, sa maison est détruite, il va commencer à tourner du ciment pour la reconstruire. Ce sont des gestes totalement dérisoires, comme Marguerite Duras avec son barrage contre le Pacifique. Il n'empêche que c'est pas par ça qu'on résiste le mieux, en montrant que on veut retrouver l'Ukraine d'avant, on passe par ce dérisoire, ce familier, surtout cette action individuelle. Oui, complètement, effectivement. Et alors, il y a 10 jours, j'étais à Metz, justement, avec un photographe qui est parti en Ukraine et qui a été complètement étonné de voir que dans l'Est, il y avait des villes qui avaient été détruites et qui avaient été reconstruites. Et il était complètement étonné de voir que la vie avait repris son cours. Et c'est ça, l'Ukraine, effectivement, c'est de dire, on ne va pas laisser finalement le chaos face à nous, parce que ça peut aussi entamer le moral. Alors que de reconstruire, effectivement, c'est de dire, vous voulez déconstruire, mais c'est pas grave, on va reconstruire. On va reconstruire. C'est du matériel, en fait, donc on va reconstruire. C'est ça. Vous voulez qu'on ait froid, eh bien, on va se débrouiller quand même. Exactement. Et c'est ça, cette résilience, ça s'appelle pas de la résistance, là. Cette résilience, elle est quand même très très forte, parce qu'ils opposent le familier, mais vraiment le familier, au déchaînement meurtrier, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus éprouvant que de voir que, bon, oui, c'est cassé, bon, on va reconstruire. Et ils n'arrêtent pas de reconstruire. Et moi, c'est l'admiration que j'ai pour ce peuple, elle est là, quoi, de s'attaquer aux familiers. Parce qu'au fond, la vie, c'est ça. C'est ces choses insignifiantes. Justement, lors d'une table ronde à Étonnant Voyageur, j'étais avec Luba, qui est une poétesse ukrainienne, et elle expliquait justement qu'au tout départ, donc elle habite à l'Est, et puis elle est repartie à côté de Lviv, et en fait, il y avait énormément de coupures d'électricité. Et les Russes se disaient, bon, comme ça, en fait, on va couper l'économie, on va tout faire pour que l'Ukraine se mette à l'arrêt. Et en fait, elle expliquait qu'elle disait, le soir, il n'y avait plus rien à faire, puisqu'effectivement, il faisait nuit dans l'appartement. Et ce qu'ils allaient faire, ça allait être de repeupler l'Ukraine et de faire l'amour, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Et voilà, c'est ça, en fait, effectivement, c'est de trouver... c'est un peu comme...
alors, mon premier roman parlait de Tchernobyl. Tchernobyl, je trouvais qu'il y avait là aussi une forme de symbole, tout simplement parce que quand Tchernobyl a eu lieu, il y a une zone interdite qui a été faite, et les scientifiques disaient que plus rien n'allait repousser en fait dans cette zone-là, que tout était calciné. Et 2 ans après, la nature avait reconstruit un écosystème. C'est ça. Et donc, elle avait repris ses droits. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que là aussi, il y a une catastrophe qui arrive, ben, ce n'est pas grave, on va reconstruire. Tant que de toute façon, la vie est là, il faut reconstruire. Mais ça, il faut avoir quand même une certaine forme d'esprit pour penser ça et le mettre en œuvre. En fait, je sais pas exactement. Pour moi, c'est parce que malheureusement, l'Ukraine a été un pays cicatrice, en quelque sorte, un pays amputé, un pays où les frontières ont bougé, où à un moment donné, c'était l'Empire austro-hongrois, à un moment donné l'Empire russe, à un moment donné l'Ukraine. Et il y a eu aussi les invasions mongoles avant, enfin, il y a eu plein de choses. Et je pense vraiment qu'à un moment donné, c'est ancré dans les gènes, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça a été détruit à plusieurs moments, à des siècles différents. Et donc, il a fallu reconstruire. Et finalement, en fait, il y a des liens transgénérationnels, en fait, qui passent de façon silencieuse dans le corps. Il y a des psychologues qui l'ont bien montré, qu'il y avait des choses qui... il y a des personnes, par exemple des petits, qui naissent en disant « mais moi j'ai horreur de la viande, je ne veux pas toucher à la viande, etc. » On dit « bah si, vas-y, mange ». Et en fait, on s'aperçoit après, quand on creuse dans le passé, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme par rapport à la viande, et qui n'a rien à voir avec l'enfant qui est là, mais malgré tout, il y a des choses qui passent à l'intérieur. Et donc là, ce peuple-là, à force d'être mis à genoux, à un moment donné, eh ben, on sait qu'il faut se relever, parce que sinon, ben, on reste à genoux. Et ça n'a jamais été le cas. Non. Donc voilà. Vous n'aviez pas besoin d'un taxi, vous aviez besoin de bénédiction. Exactement. Oui. C'est ça. C'est ça. Voilà. Parce que exfiltrer, c'est l'éradication de la culture ukrainienne. Exfiltrer, c'est-à-dire, voilà, on est sauvé, on sauve le corps, mais on tue l'esprit. Alors, après Holodomor, donc toujours le mot chapeau, il veut qu'elle dénature autre chose. Alors, il y a Tchernobyl, d'ailleurs. Vous dites Tchernobyl. À l'ukrainienne. Hein, à l'ukrainienne. Tchernobyl, c'est à la russe. Oui, alors, on va dire Tchernobyl. Voilà. Et c'est comme Kiev, en fait. Oui, je l'écris Kiev, parce que c'était important pour moi, effectivement, qu'il y ait les mots prononcés à l'ukrainienne. Donc c'est pour ça que... Alors c'est Mykola Gogol. Mykola Gogol, voilà. Tout à fait. Alors j'aurais dû même écrire Hohol, parce qu'en fait en ukrainien le que se prononce peu. Mais bon là je me suis dit, en fait c'était aussi... il fallait que je fasse aussi attention à ce que qu'on sache que c'est bien Mykola Gogol, donc j'ai laissé Gogol. Mais effectivement, c'était important pour moi de donner la prononciation ukrainienne et même de laisser des mots en ukrainien aussi dans le livre. Et donc Tchernobyl, bon, ben, il ne faut pas être grand clair pour surimposer Zaporizhzhia. Alors après, elle se souvient de l'épisode de Maïdan, cette révolution appelée de la dignité, ce moment où la volonté de ce peuple était de se rapprocher de l'Europe, parce que ça ne vient pas de sortir cette idée, hein, de se rapprocher de l'Europe. Et vous mettez le peuple ukrainien en scène à ce moment-là. Alors, ce peuple a une longue habitude de l'oppression, en fait depuis 1667, depuis le temps des Cosaques. Et ce qu'il a toujours démontré, c'est sa volonté d'être libre. Et pour cela, eh ben, vous ne reculez pas devant la référence à Antigone, ce qui est quand même une sacrée référence, Antigone, celle qui défia Créon. Alors, j'ai fait une étude des mots que vous employez, parce que je trouvais que c'est les mots qui nous disent ce que vous sentez vraiment. Alors les mots, les voici. Vous dites « essa inextricable »,« Rubicon »,« force palpable »,« puissance et hargne »,« férocité »,« chevelure rousse qui semblait toujours prendre le feu »,« rire au creux de leur souffle »,« détermination inextinguible d'un peuple ivre de liberté ». Mais ça, c'est un vocabulaire épique. Est-ce qu'il existe une épopée ukrainienne ?
ne sais pas. Peut-être... Ouais, non, je ne sais pas. Le vocabulaire que vous employez, c'est le vocabulaire de l'épopée. Oui. Oui, bah alors ça peut-être. Non, mais c'est peut-être parce que, enfin, je suis aussi professeure de lettres classiques, et donc j'ai effectivement peut-être l'épopée en moi en quelque sorte. Alors après, enfin peut-être, je ne sais pas si ça fait partie d'une question, mais autour d'Odessa. C'est-à-dire que le livre, lorsque je l'ai construit avec les différents chapitres justement, Maïdan, Tchernobyl, etc., avec les auteurs, l'Holodomor, il a fallu que j'établisse aussi un tri dans tout ça. Et Odessa, ça a vraiment été un pivot pour moi dans l'écriture. Lorsque j'ai compris qu'il fallait que j'écrive sur Odessa, et sur Odessa, en fait, c'est l'Odyssée, ça, il y a une forte appartenance à l'univers grec, au territoire grec. Là, je me suis dit que c'était une façon de montrer que l'Ukraine aussi s'est construite. La Crimée, elle a été à un moment donné grecque, c'est-à-dire qu'elle s'est construite aussi tournée vers la mer. Et tourner vers la mer, ça peut dire aussi des choses de ces hommes, c'est-à-dire que tourner vers la mer, c'est-à-dire tourner vers autrui, tourner vers d'autres civilisations, donc avec effectivement une certaine habileté, en quelque sorte, alors, j'ai malléabilité dans la tête, mais donc c'est pas vraiment malléable, c'est pas très joli comme nom, mais de dire qu'on peut... L'Ukraine, en fait, il y a toute une partie tournée vers l'ailleurs, que nous n'avons pas... Enfin, la Russie est un immense pays, mais un pays ancré dans les terres, pas forcément tourné vers autrui. Alors que l'Ukraine, justement, avec Odessa, qui dit, son nom dit tout en quelque sorte. Oui, c'est ça. Voilà, j'avais ce côté, en fait, c'est Homère qui est là de nouveau, en quelque sorte. Donc, oui, peut-être que mon écriture est colorée par cette Grèce. Ah, vous parlez d'Ulysse, de toute façon. Si vous voulez, ma question, elle est aussi par rapport à la lecture que j'ai faite de votre texte. Je crois que... Et vous avez construit... Ce livre est construit avec une mise en abîme vertigineuse du passé, du présent, de ce qu'on attend du futur. Et cette mise en abîme vertigineuse, elle incarne aussi ce qui se passe en Ukraine. On est en plein tourbillon, mais en même temps, vous la maîtrisez, vous, pour aller vers autre chose, quoi. Elle va sortir, si vous voulez, votre héroïne, elle est un peu la mémoire de ce passé, et elle franchit le miroir. Quand ce qui est extraordinaire, ce que je trouve d'assez extraordinaire, c'est que c'est plus elle qui voit, c'est elle qui est vue sur les terrains où elle s'en va. Elle s'incarne à côté de sa sœur. Et cette mise en abîme, est-ce qu'il y avait un autre moyen d'écrire ce roman qu'en faisant ce jeu de miroir permanent, qui va évidemment trouver son accomplissement dans le jeu de miroir entre K et sa sœur Mila. On va y arriver. Oui, tout à fait. Alors pour moi, je ne voyais pas effectivement d'autre façon d'écrire ce roman qu'en miroir. C'est ça. Et de voir un peu, c'est comme une forme d'Alice au pays des merveilles, oui. en quelque sorte. Ça allait de l'autre côté pour chercher aussi une certaine vérité dans le monde réel, et en sortir plus forte. Et alors après, en fait, soit on se dit que ça existe réellement, soit après ça peut être l'œuvre de son esprit à elle. Voilà. Et ça aussi, je voulais que ce soit ouvert en quelque sorte, que le lecteur ne soit pas entravé en quelque sorte. C'est à lui de savoir si ça s'est réellement passé ou si c'est l'imaginaire de K qui fait son œuvre en quelque sorte. Oui, c'est vrai, c'est une vraie réflexion sur l'imaginaire. Et dans la dernière question, je vais presque faire croire que je vais dire la fin, mais comme après il me tombe dessus, ah non, on ne veut pas savoir la fin, je vais pas la dire. Je vais pas la dire du tout. Je vous poserai une question, j'aurais pas dit la fin du tout, parce qu'il ne faut pas la dire. Alors, dans ce texte, il y a quand même une vraie réflexion sur l'art,
qui rend le passé présent et qui construit le futur. Alors, K se souvient des manuscrits médiévaux et surtout de ce que vous appelez les marginalia, qui s'appellent comme ça d'ailleurs, dont les copistes avaient truffé leurs manuscrits et ça faisait tout un réseau de sens cachés. Donc, elle se dit, je vais faire comme ça. Je vais mettre des sens cachés, comme ça j'aurai rien trahi et rien dénaturé. En fait, c'est amusant ce que vous dites, c'est une guérilla du détail. Une guérilla du détail, ils colonisent les œuvres, ils déjouent les exigences de leurs commanditaires et ils laissent le sens originel. Eh bien, ici, est-ce qu'il n'apparaît pas qu'on ne saurait soumettre un artiste? Parce qu'on n'a aucun pouvoir sur l'imagination. Et donc, sur l'imagination, sur son imagination intime, qui se révèle capable de créer une autre réalité, échappant totalement à la dictature, pour le coup. Et je prends l'exemple de Solzhenitsyn, il est revenu du goulag, c'était l'homme de lui-même, il pesait 35 kilos, mais il demeure l'archipel du goulag, et il est prix Nobel de littérature. On ne muselle pas les artistes. Ça, c'est une grande vérité, non? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, alors, vous parlez des marginalia. Les marginalia, oui. Alors, par exemple, la prochaine fois, quand vous visiterez une église, dans n'importe quelle église, ou quasiment, il y a la touche du bâtisseur, de l'architecte, en fait, qui est là. Et alors, on peut avoir parfois, qui sort de la pierre, comme ça, un petit personnage qui nous tire la langue. Et ça, c'est parce que, justement, il y a l'artiste qui met sa patte, en quelque sorte, effectivement. Là. Oui. Et alors, au fil du texte, je regarde si j'ai prévu de lire ça, parce que je ne peux pas lire tout non plus. Voilà. Mais ça, quand même, je vais le lire, oui. Au fil du texte, on s'aperçoit que l'Ukraine, elle se dessine comme un espace-temps. Un espace-temps qui s'apparenterait à une Arcadie mythique, et c'est les artistes qui doivent la conserver. C'est pour ça qu'elle parcourt tant d'espace et qu'elle remonte le temps tout le temps à de si nombreuses époques. Alors, elle peint cette Ukraine défigurée par les purges de Staline en espace où il fait bon vivre. Et voici ce que vous écrivez vers la fin de votre texte. Alors, au-delà des frontières, c'est ça. Au-delà des frontières établies de façon artificielle par des hommes, il restait quelque chose de plus fondamental, une terre, qui ne se préoccupait que très rarement des échelles supérieures de la géopolitique et que personne, pas même des autocrates, ne pourrait enlever. Il n'y avait qu'à voir comment une culture bafouée dormait en chacun des êtres, attendant d'être délivrée de son supplice et libre au grand jour. Dans chaque foyer, alors que la langue ukrainienne avait été interdite, on s'échangeait des histoires de cosaques, on riait en ukrainien, on rêvait en ukrainien. L'autre langue était celle de l'administration, l'officielle. On gardait l'officieuse pour les échanges importants, nos joies, l'intime. On faisait l'amour en ukrainien. Moi, j'adore. On faisait l'amour en ukrainien. Quand une langue permet à deux êtres de s'aimer, toutes celles qui n'ont pas reçu ce rôle peuvent s'en aller un jour. Ça, c'est du grand Kozelski. Voilà. Donc, alors, c'est un espace, c'est aussi un temps, celui d'innocence. Vous revenez tout le temps à l'enfance, hein. Comme l'indique cette conversation imaginée entre Sonia Delaunay et, artiste peintre, et Blaise Cendrars. Quand on lit ces pages si belles sur l'Ukraine, est-ce qu'on ne peut pas se dire que les lieux existent au fond? Ils ont une réalité géographique, les lieux, mais ils existent plus intensément dans la perception intime que nous avons et qui est exacerbée par les artistes. Est-ce que vous croyez que les lieux, on est capable de reconstruire les lieux, quoi? Cet espace-temps de l'Ukraine, c'est plus beau que l'Ukraine ne doit jamais avoir été, mais en même temps, c'est l'Ukraine aussi. Oui, exactement. Oui. Et c'est vrai que Sonia Delaunay, effectivement, fait partie de l'archiviste. Et là aussi, lorsque j'ai fait des recherches sur Sonia Delaunay, en fait, ce qui est assez incroyable lorsqu'on écrit un livre, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression de tomber sur les bons passages. C'est-à-dire que là, Sonia Delaunay qui dit, mais alors, moi
moi je connaissais Sonia Delaunay, mais je ne connaissais pas cette anecdote-là. Mais lorsqu'elle dit, en fait, si je peins comme ça, avec ces couleurs-là, c'est parce que c'est les couleurs de mon enfance. Ah voilà, j'allais dire ça. Mais c'est bien, dites-le. Et donc, je trouve ça effectivement magnifique, c'est-à-dire de tomber sur, tout particulièrement sur cette lettre qui fait partie finalement de cet archiviste, c'est-à-dire que de ce texte-là, c'est-à-dire que c'est comme si l'univers me disait, ben voilà, regarde, là, Sonia Delaunay, elle a dit ça, et ça va participer justement à l'archiviste. Et c'est la même chose pour Gogol. Je suis tombée aussi sur une lettre qu'il envoie à son ami Maximovitch, et je me dis, mais c'est pas croyable, en fait, ça sert mon propos. Et donc, alors effectivement, K, elle est aidée par ses ombres, mais lorsque vous disiez qu'il y avait plus en habit, j'avais l'impression d'être aidée aussi par Gogol himself, en quelque sorte, qui disait, regarde là, tu vois ce que j'ai marqué, et comme ça, tu vas pouvoir imaginer. Voilà, comme ça, et vous avez choisi Gogol, et c'est pas un choix innocent non plus, Gogol. Parce qu'on parle beaucoup de Dostoïevski, Tolstoï, mais Gogol, c'était vraiment un génie de la littérature. Je sais pas, il faut découvrir cet écrivain, il est absolument extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau que le nez ou le manteau, quoi. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Alors, je lis quand même, vous l'avez dit, mais Sonia, il faut que je lise quand même. Sonia fixait son ami, donc Blaise Cendrars, le regardait sans vraiment le voir. Quand il eut fini, elle hocha la tête en signe d'acquiescement, puis dit un peu plus bas, comme sous le sceau du secret, « Tu sais pourquoi je peins ainsi? Pourquoi j'utilise ces couleurs pures ?» L'autre se contenta de secouer la tête, sans la quitter du regard. L'instant semblait trop solennel pour le couper d'une parole vaine. Sonia poursuivit, en passant son index tout autour de sa tasse, « Je suis simplement attirée par la couleur pure, couleur de mon enfance, couleur de l'Ukraine. » Ça, c'est de l'amour, quoi. L'amour pur. Alors, je vais vous poser encore 2 questions, et je vais éviter dans la dernière de dire la fin. Voyez. Tout au long du texte, un personnage apparaît de façon récurrente, on ne pouvait pas ne pas en parler, c'est Mila, la sœur de K. Elle est aux mains des ravisseurs, et c'est pourquoi, vous avez compris, K est devenue faussaire. Alors Mila, c'est la jumelle de K, et ça, au début, vous avez réussi à m'embrouiller avec la jumelle. Et après, quand j'ai vu, je me suis dit, ah oui, d'accord. Elle est sur le terrain, photographe, et K reste enfermée dans sa bibliothèque. Or, un jour, K va trouver un livre sur son bureau. Un livre en devenir parce qu'il contient que des feuilles blanches. Et elle est aveuglée par une lumière vive, et bientôt, elle va distinguer une jeune femme de dos, les cheveux baignés de lumière, dans un paysage idyllique, qui écrit dans un cahier. Sur la couverture de ce cahier, il y a le trésube. On dit trésube ou trésoub? Trésub. Armoirie de l'Ukraine. Et il y a un titre, je vous le donne en 1000. C'est quoi le titre? L'archiviste. L'archiviste. Et vous savez ce que sont les premiers mots du livre qu'est en train d'écrire Mila? La nuit était tombée sur l'Ukraine. Alors là, je me suis dit, bof. Le jeu de miroir qui s'opère alors, il est assez troublant. K est invisible aux yeux de sa sœur. Et Mila porte le bracelet de cuir noir que porte aussi K. Sauf que la trotteuse s'est remise en route. Alors, la question forcément, est-ce que K n'était qu'un personnage d'ombre, une allégorie de la mémoire en quelque sorte, sans nom, puisqu'elle n'existe pas? Et quand on existe, il faut nommer pour exister. Est-ce que c'est pas aussi ce personnage qui a une vraie épaisseur? Est-ce que c'est pas une allégorie de la mémoire? Oui, c'est possible, effectivement. Ouais. Mais alors, une ombre qui porte la vie. C'est ça, comme les ombres qui l'entouraient jusque-là, et qui ont ressuscité le vivant, parce que les ombres ressuscitent le vivant. Et donc, au même titre, d'ailleurs, votre fin, elle est significative à ce sujet. Et j'arrive à cette fin. Non, mais je vous ai dit que je ne dirais pas la fin. J'ai bien compris, une fois vous m'avez fait l'émeute. J'ai compris. D'autres personnages tout au long de ce texte. Il y a les ombres, très discrètes. Là, vous les voyez dès la page 1. Et elles sont de plus en plus hardies, ces ombres. C'est l'ombre des artistes disparus qui vont initier K sur le chemin de leur résurrection. Alors, figurez-vous que l'homme au chapeau, il va réapparaître.
cet homme qui menace, qui dit « je veux qu'on dénature tout », il va réapparaître une dernière fois. Un petit peu trop tard pour qu'il soit vraiment un danger. Parce que si vous voulez, on est arrivé à une vérité éternelle des livres. Mais, dans les galeries souterraines, l'homme au chapeau, très kafkaïen, il pointe un pistolet sur sa nuque. Sur la nuque de K. Elle sait tout, donc elle devient un danger pour lui. Mais comme Alexandra Kozelik n'a pas écrit un roman policier, eh ben je vous laisse découvrir ce qui se passe avec ce pistolet. Parce qu'elle n'a pas écrit un roman policier, vous en savourerez toute la poésie. Mais je vais quand même vous dire que la dernière image, j'ai une image, c'est après la fin. Elle est magnifique. Est-ce qu'elle ne résume pas tout le destin de l'Ukraine parce qu'elle est à la fois résilience et elle est fragilité. Cette image que je ne vais pas lire la phrase, hein, parce que je ne peux pas me permettre de lire la phrase, mais je vais quand même juste dire pourquoi je pose la question. Au chapitre 49 chapitres, son esprit se déplia comme les pétales frêles et froissés d'un coquelicot. Alors on sait votre amour des coquelicots, mais là, il y a toute la résilience et toute la fragilité de ce pays. C'est vraiment l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça non? Oui, complètement. Et alors, il y a une légende autour des coquelicots, une légende ukrainienne qui dit que, en fait, donc il y a énormément de coquelicots en Ukraine qui bordent les champs de blé. Et alors, le coquelicot, c'est à la fois une fleur qui est très résistante puisqu'elle pousse partout, et en même temps, si on l'accueille, qui est très éphémère. Voilà. En 5 minutes, elle est flétrie. Et la légende dit qu'en fait, c'est à la fois lorsque les Cosaques sont partis et ne sont pas revenus, donc c'est le sang des Cosaques, donc il y a un côté fort, effectivement, comme les Cosaques, et en même temps, c'est aussi les larmes des mères et des bien-aimés qui ont pleuré justement et qui font qu'à un moment donné, c'est aussi une fleur fragile. Extrêmement fragile. Eh bien, on vous remercie, Alexandra, pour votre venue, pour tout ce que vous avez dit sur ce livre, qui est vraiment un livre qu'il faut lire, qui est absolument magnifique, et qui parle de l'Ukraine sans violence, sans dureté, mais qui en parle avec probablement tout ce qui constitue l'âme de l'Ukraine. Merci encore. Donc, est-ce que vous auriez des questions à poser à Alexandra avant que nous allions à la dédicace de son texte? On a quelques instants pour ces questions, si vous le souhaitez. Et comme vous ne savez pas ce qu'a fait l'homme au chapeau, Jean-Luc, il y en a un autre micro, je crois. Non J'avais demandé 3. Ah, voilà. Alors c'est vrai que l'homme au chapeau, ça a été un personnage qui a été assez terrible à écrire. Parce qu'il fallait que je donne un opposant à K, et donc il fallait que je fasse parler l'ennemi. Et pour moi, faire parler l'ennemi, lui donner la parole, c'était en quelque sorte le faire exister et faire que... en fait, c'était à moi d'écrire ses propres paroles. Et alors, ça m'a vraiment donné du fil à retordre. Parce qu'il fallait qu'il soit consistant, donc lui donner aussi une épaisseur et puis une cohérence, mais lui donner une cohérence à l'ignominie. Voilà, vraiment là, ça a été vraiment assez particulier à écrire. Et vous lui avez donné un pistolet. Oui. Oui, donc c'est pas une question, mais simplement un rappel pour nous tous. L'Ancre Malouine a invité récemment l'historien Laurent Joly, qui nous a fait une très belle conférence sur la falsification de l'histoire. Donc votre texte est vraiment remarquable pour montrer quelle est à l'œuvre cette falsification partout. Bon, Laurent Joly a écrit sur Vichy et les Juifs, sur l'extrême droite avec Éric Zemmour. Donc je crois que nous sommes tous vigilants dans le monde entier pour cette falsification qui, si on n'est pas vigilant, peut devenir une nouvelle histoire.
Donc votre livre est vraiment passionnant pour ce rappel aussi. Oui, puis c'est vrai que comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait là les manuels scolaires sont réécrits en Russie. Donc, oui, là on vient d'apprendre ça, que les purges staliniennes ne sont plus au programme. Donc c'est bien intéressant, parce qu'on va bien comprendre l'histoire de la Russie. Et puis la Deuxième Guerre mondiale a quand même commencé en 1941. C'est-à-dire au moment où elle a commencé quand même après le pacte germano-soviétique, puis après plein de choses, quoi. Donc c'est bien la dictature, hein, franchement. Oui, toute cette propagande russe, elle n'est pas nouvelle, elle date d'il y a très longtemps. Et je me souviens d'anecdotes concernant les queues pour l'alimentation. Et il y avait des photos de place de la Madeleine et de la queue au moment de Noël pour acheter les foie gras et les machins, ou le pain chez Poilane, et où il était dit, même en France, on fait la queue pour avoir du pain. Et puis je voulais vous poser une question, je voulais savoir de quelle région de l'Ukraine vous êtes originaire, parce que c'est un très grand pays qui s'étale quand même de la Pologne. oui. Et les influences sont quand même un petit peu différentes. Complètement, oui, de Ternopil, la région de Ternopil, donc à l'ouest de l'Ukraine. Mais vous avez raison en fait sur le mensonge. Alors là aussi, je vais citer une autre autrice qui s'appelle Luba Jurgenson, qui a écrit un texte qui s'appelle Quand nous nous sommes réveillés. Donc, elle a commencé le lendemain de l'invasion ukrainienne. Et donc je l'ai rencontrée, et on a pas mal échangé, et elle est partie, je crois, dans les années 70, fin 70. Et lorsqu'elle a allumé la radio et qu'elle a entendu qu'il y avait une invasion qui venait d'avoir lieu, elle s'est mise à faire des cauchemars. C'est-à-dire que, de nouveau, elle se réveillait la nuit en disant oh, « ils m'ont rattrapé ». En fait, c'était ça. Son cauchemar, c'était « ça y est, ils m'ont rattrapé. Les communistes m'ont rattrapé ». Et donc, on voit bien que même 50 ans après, en fait, il y a des cicatrices finalement qui sont là et qui ressurgissent sur le mensonge. Et effectivement, elle expliquait qu'il y avait une façon de s'exprimer à l'extérieur de la maison et une façon de s'exprimer aussi parmi les siens. Et qu'il y avait toujours une forme de façade, c'est-à-dire un mensonge, tout allait bien à l'extérieur, mais il fallait pas, voilà, il fallait faire attention à ce qu'on pouvait dire. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est ancré. Effectivement, et c'est deux langues dont vous avez parlé, oui. Donc effectivement, c'est deux langues. Cette langue qu'on parle à l'extérieur, et on parle des choses extérieures en extérieur, et à l'intérieur, dans les maisons, on a tout à fait un autre vocabulaire, tout à fait. Une autre langue. Voilà, et elle expliquait aussi que quand elle était petite, donc sa grand-mère, quand quelqu'un frappait à la porte et que la personne n'était pas prévue, en fait, la grand-mère disait « il faut se taire, faut pas ouvrir ». Et donc là, après cette invasion ukrainienne, alors que Luba vit en France depuis plus de 50 ans, elle s'est vue en fait reproduire la même chose, c'est-à-dire ne pas faire de bruit, éteindre la lumière, ne pas répondre à la personne qui toquait à la porte. En fait, c'est toute une façon d'être qui rejaillit et terrible en fait, parce que qui montre qu'on est complètement entravé et emprisonné, effectivement. Ah oui, tout à fait. J'ai tout à fait connu ça dans mon enfance, parce que ma mère est originaire de Lviv, enfin de Lviv. Oui. Donc oui, j'ai connu complètement cette ambiance de comment on se comporte à l'extérieur, à l'intérieur, et ce cloisonnement de la vie familiale. C'est ça, oui. Oui. Et c'est vrai que, alors, moi par exemple, dans ma famille, lorsque j'ai appris que le Holodomor avait eu lieu, je suis allée voir ma grand-mère, je devais avoir 14-15 ans. Et je discutais énormément avec ma grand-mère. Et là, quand je lui ai dit, mamie, parce qu'elle arrivait en 1936, donc je lui ai dit, mais mamie, est-ce que tu peux me parler de l'Holodomor? Parce que j'étais terrifiée de savoir que ma grand-mère, mes grands-parents avaient vécu ça. Et là, son visage s'est complètement fermé et elle a dit non, mais ça n'a pas existé. Mais en fait, je sentais bien dans son attitude que ça avait existé, mais qu'elle ne voulait pas m'en parler. Et là, en fait, c'était quelque chose où je ne reconnaissais pas ma grand-mère, c'est-à-dire que ce n'était pas celle que j'avais habituellement devant moi. Parce que quelque part, parfois, d'en parler, c'est faire revivre
Complètement, oui, oui. Effectivement, on n'a pas- Bah, à 14 ans, j'ai pas compris, en fait, je comprenais pas pourquoi ma grand-mère me mentait. Mais après, effectivement, en étant adulte et en ayant moi-même un enfant, j'ai compris, effectivement. Et d'ailleurs, dans mon premier livre, À crier dans l'Hermine, je parle de l'Holodomor aussi. Et c'est une grand-mère qui raconte à sa petite fille ce qu'a été l'Holodomor. Et pour moi, c'était une façon, finalement, via l'écriture, de combler quelque chose que je n'avais pas pu vivre quand j'avais 14 ans. Je pense que nous pouvons encore l'applaudir très fort d'être venu nous voir et de nous avoir présenté son livre.